Vous aviez tellement de choses à dire que ça vaudra le coup de se revoir plus tard, hein. Je pense qu'on aura d'autres occasions. Et Richard, c'est à vous maintenant. The OK, floor is yours. OK. Merci beaucoup. Claire, c'était fantastique. Merci pour ça. Et aussi, je dois dire merci, Frédéric, pour faire les diapos en français, parce que évidemment, c'est beaucoup plus facile pour moi quand c'est écrit en français. Je crois que tout le monde sait que je fais mes études de médecine à l'Université de Bruxelles. J'étais là pendant 7 ans, c'est pour ça que je parle français. Et maintenant, aux États-Unis, comme Frédéric avait dit, j'ai traité plus de 13 000 patients avec la maladie de Lyme chronique, avec les co-infections. Et je vais expliquer aujourd'hui donc le protocole de Dapsone que j'ai développé depuis les dernières 7 ans. Et c'est très efficace. Ma femme qui était atteinte avec la maladie de Lyme chronique, elle était malade pour à peu près 25 ans. Maintenant, elle n'a plus de symptômes. Après simplement 8 semaines avec une antibiothérapie orale. Et comme Claire avait dit, il faut utiliser les antibiotiques en des dosages pas très longs parce qu'il y en a fait contre le microbiote. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on donne les nombres de probiotiques. Aux États-Unis, ça s'appelle Theralac, Orthobiotic, Saccharomyces boulardii. Donc, j'utilise au-dessus de 300 trillions des probiotiques pour les intestins pour garder ça. Donc, attends, je vais partager mon écran. Voilà. OK. OK, voilà. Tout le monde le voit? Oui. OK, donc je vais discuter aujourd'hui pour la maladie de Lyme chronique, PTLDS, les nouvelles prises de traitement. Et ça m'a pris à peu près 7 ans maintenant de faire des études sur à peu près 400 patients avec la maladie de Lyme chronique. Et la plupart, ils ont eu le babésiose et Bartonellose en même temps. Donc, je vais discuter maintenant donc les pistes maintenant que je trouve très efficaces pour les gens qui sont malades depuis 10 ans, 20 ans, une trentaine d'années. J'ai quand même des résultats fantastiques avec le Dapsone et je sais qu'il y a quelques questions sur les effets secondaires de Dapsone. Et donc, je vais discuter ça après un petit peu. Mais il faut dire que même que le Dapsone n'est pas une médication facile à prendre, il y a quand même une moyenne en utilisant les dosages d'acide folique au-dessus de 300 mg par jour, avec le bleu de méthylène, avec un dosage de glutathione très haut, avec les autres antioxydants comme vitamine C, vitamine E, NADH. Il y a moyen quand même de faire un protocole de 8 semaines de Dapsone ou même 9 semaines sans avoir les effets secondaires terribles comme ça. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, j'ai deux bouquins de St. Martin's Press, donc j'ai droit d'auteur pour 2 livres. Pourquoi je ne guéris pas? Et aussi How Can I Get Better? Permuted Press, j'avais fait un bouquin l'année passée, Starseed Revolution, sur les problèmes avec les climats maintenant, qui poussent en fait les problèmes avec les tiques, les moustiques et les puces. Zymogen, je suis un conseil consultatif. J'ai reçu des honoraires. Et Bay Area Lyme, MSIDS Research, on m'a donné donc de l'argent dans le passé. Et il faut dire que les points de vue exprimés dans cette présentation ne représentent pas ceux du groupe de travail sur le MVT, donc le Tick-Borne Working Group aux États-Unis, parce que j'avais travaillé pour le gouvernement pendant 2-3 ans sur le premier round de Tick-Borne Working Group. Donc, on a donné des recommandations au Congrès. Maintenant, je travaille pour les départements de santé à New York. Et aussi, donc, les points de vue exprimés ne sont pas d'eux non plus. Donc, avec l'actualité Lyme, les études scientifiques récentes montrent l'importance des biofilms dans la persistance des pathologies chroniques. Donc, il faut dire, dans les années passées, quand j'ai utilisé, par exemple, une céphalosporine et peut-être le plaquenil, hydroxychloroquine ou du flagyl, metronidazole, azithromycine, j'étais en train d'attaquer les différentes formes de Borrelia. Donc, les formes avec une cell wall, les formes kystiques, les formes intracellulaires. Mais il y a à peu près 7 ans, 8 ans, on a découvert, grâce à Johns Hopkins University, université à Stanford, université de New Haven, on a
on a discuté qu'il y a des biofilms pour la maladie de Lyme. Et dans ces biofilms, ça existe des formes de Borrelia qui s'appellent les persisteurs. Donc, c'est différent que le Borrelia persiste. Avant, je croyais que la persistance de Borrelia, c'était à cause des formes kystiques. Et c'est pour ça que j'ai utilisé donc extrait de pamplemousse et du placonil, hydroxychloroquine, flagyl, etc. Et ça marchait. Mais toujours les rechutes. Toujours les gens ils ont besoin d'utiliser donc les choses naturelles, du Cowden, les médecines traditionnelles chinoises. Donc, j'ai utilisé beaucoup de choses naturelles après les antibiotiques parce que les rechutes étaient assez souvent si on n'a pas attrapé la maladie de Lyme, bon, dans une période de premier mois. Donc, le rôle de biofilm était identifié pas simplement pour la maladie de Lyme, mais dans la persistance de nombreuses infections bactériennes. Et le traitement dont je vais discuter, combiné intégrant le dapsone, donc c'est un traitement qui était utilisé pour le lèpre. Ce sont les mycobactéries aussi qui existent dans les fonds persisteurs. Et c'est pour ça que j'ai adapté ce traitement pour la maladie de Lyme. Et on utilise en fait le rifampicine et dapsone pendant à peu près 1 an pour une maladie bactérienne persisteur du lèpre. Donc simplement ce que j'ai fait, c'est ajouter de doxycycline ou minocycline à cet protocole pour voir le résultat. Et en fait, ça marchait très, très bien. Donc, la thérapie combinée double dose dapsone. Donc, pour le lèpre, c'est 100 mg de dapsone par jour par 1 an. Le double dose dapsone, donc je vais discuter aujourd'hui, c'est 100 mg 2 fois par jour. Donc, ma femme qui était malade pendant 25 ans, on a trouvé, c'était vraiment une maladie multifactorielle, comme Claire a discuté. Elle avait des problèmes, les troubles hormoniens, endocriniens avec des thyroïdes, des problèmes hormoniens avec suranalienne, elle avait le stop, elle avait le problème de métaux lourds, des problèmes de moisissure, des troubles de sommeil, des problèmes de migraine à cause des problèmes avec la nourriture, avec les histamines qui étaient sécrétées. Donc, il fallait être donc, comme j'ai dit, MD en anglais, medical doctor. En fait, c'est medical detective. Je dois être un détective médical pour trouver toutes les différentes raisons pour lesquelles les gens sont malades. Et bon, c'est presque comme un patient qui vient chez vous avec 16 clous dans les pieds en disant, j'ai des douleurs, docteur. Je veux éliminer cette douleur et bon, le médecin, il tire un clou ou deux et tu reviens, bon, le mois prochain et le médecin demande comment ça va, le douleur, et bon, vous avez encore du douleur parce qu'il y a encore 14 clous qui n'a pas tué. Donc, le MSIDS carte, la carte MSIDS, donc je vais vous montrer. Ce sont les 16 points, donc je trouve que les gens restent malades. Et Claire a discuté beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de métaux lourds, intoxication, des problèmes de moisissure qui agissent sur le système immunitaire, des problèmes auto-immunes, des problèmes avec les co-infections. Pour moi, c'est presque tout le monde qui a le Babesia et le Bartonella. C'est pas simplement la maladie de Lyme. Donc, cette thérapie est efficace en peu près moitié des cas. Donc, si je donne 8 semaines, et ce sont les antibiotiques orales génériques, donc ça ne coûte pas beaucoup. Si je donne 8 semaines avec quelqu'un qui était malade pendant une vingtaine d'années, trentaine d'années, après 8 semaines, si tous les problèmes sur la carte MSID sont adressés bien, et s'ils n'ont pas de babésiose ou bartonellose qui est actif, normalement, les gens vont aller en rémission. Pas de problème, sans symptômes. Et c'était le cas avec ma femme. Elle avait essayé le dapsone à 50 mg. Et bon, elle se sentait très, très bien. Elle a arrêté après 6 mois. Les symptômes reviennent. On a fait une PCR ADN dans le sang, était positif pour Borrelia burgdorferi. Donc, on a augmenté le dose de dapsone. Elle a pris 100 mg pendant 6 mois, un an. Elle a dit, bon, je me sens fantastique. On a arrêté le traitement de dapsone de 100 mg. Elle avait une rechute après 1 mois. Et puis, il y avait une patient, c'était un accident, et il a pris une deuxième dose de dapsone par jour, donc 100 mg 2 fois par jour. Il y a eu une Herxheimer, donc une réaction avec une sécrétion des cytokines inflammatoires très grande.
beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs, des problèmes de mémoire, concentration. Et j'ai dit, oh non, c'était une dose très toxique, il faut arrêter le traitement. Il revient dans un mois, il me dit, docteur, je me sens fantastique. J'avais des symptômes pendant 7 ans. Je n'ai plus de symptômes. Et je disais, bon, c'est bizarre. Bizarre. Qui est des bizarres? Vous avez des bizarres. En fait, il n'a pas pris des antibiotiques pendant 1 an. Pas de rechute de symptômes. Alors, j'ai dit à ma femme, bon, il faut que tu essaies ce traitement. Bon, c'était un accident que j'ai éduqué vers ça. Elle a pris simplement 1 mois de dapsone à 100 mg 2 fois par jour, donc double dose dapsone. Mais le premier mois, en augmentant les dosages, 25 mg la première semaine, 50 mg la deuxième semaine, 75 mg troisième semaine, 100 mg quatrième semaine, et tout le temps, c'est exactement la même quantité d'oxycycline ou minocycline, rifampicine, hydroxychloroquine, nystatine, donc tout reste exactement le même. Après 8 semaines en faisant cet protocole, elle n'a plus de symptômes pour la première fois en 25 ans. Maintenant, j'ai beaucoup de patients qu'ils ont fait et je vais montrer donc les études scientifiques que j'ai fait sur ce protocole qui est très efficace si le babésiose et le Bartonella est bien traité. Mais ça, c'est en fait le problème avec le dapsone. Les co-infections MVT, en particulier le Babesia et Bartonella, jouent un rôle dans la chroniquisation des symptômes. Des séquences de traitements pulsés avec un dosage plus fort de dapsone peuvent être vraiment efficaces. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est si je fais maintenant un protocole de 8 semaines avec double dose dapsone et j'ajoute simplement une seule semaine avec 6 jours ou 7 jours de quadruple dapsone, donc 200 mg 2 fois par jour, c'est particulièrement efficace contre le Bartonellose. Avant, je croyais pas que le dapsone était efficace contre le Bartonella et je vais vous montrer donc les études. Mais il paraît en augmentant le dose de bleu de méthylène qui est utilisé dans ce protocole parce qu'il y a un problème de dapsone qui s'appelle une augmentation de méthémoglobine. Ça veut dire que il y a un problème de porter l'oxygène bien dans le corps à cause du dapsone. Il faut beaucoup d'antioxydants. Donc, glutathione, vitamine C, vitamine E, bleu de méthylène. Et donc, on peut diminuer donc cet stress oxydatif, diminuer donc le méthémoglobine. Et quand on augmente le dosage de bleu de méthylène jusqu'à le maximum dose, 300 mg 2 fois par jour, avec dapsone à 200 mg 2 fois par jour, maintenant, j'ai des personnes avec le Bartonella qui sont en rémission pour la première fois pendant les années. Donc, je vais vous montrer maintenant ces études. Donc, j'ai 7 études publiées sur le traitement dapsone pour le Lyme chronique. Le dernier, donc vers le bas de l'écran, ça c'est le dernier où j'ai montré quand même qu'on augmente le dapsone jusqu'à 200 mg. C'était fait pendant 3 ou 4 jours. Maintenant, je remarque que 6 ou 7 jours, ça marche beaucoup mieux. Et cet protocole est basé sur le travail qui était fait par le Dr. Ying Zhang à l'Université de Johns Hopkins, donc en Maryland. Donc, voilà la carte de MSIDS, la carte de Lyme en 16 points. Il faut évaluer toutes les sources d'inflammation et les conséquences en éval. Et Claire a bien discuté ça. Donc, première source avec l'inflammation, ce sont les infections chroniques. Donc, moi, je dis les 3 B, borréliose, babésiose, bartonellose. Et même pour moi, 90%, 95%, tous mes patients presque, ils ont le babésiose ou soit le bartonellose. Bon, Claire a bien discuté, le dysbiose bactérienne intestinale. Donc, on sait maintenant, si vous n'avez pas les bonnes bactéries dans les intestins, ça peut causer des problèmes d'inflammation. Et maintenant, il y a les liens avec la maladie de Parkinson, les maladies d'Alzheimer, la maladie de sclérose en plaques, si on n'a pas des bonnes bactéries dans les intestins. Troisièmement, s'il y a une porosité intestinale, en anglais c'est leaky gut, avec les allergies et sensibilités. Donc, les cytokines inflammatoires, donc les Herxheimer réactions qu'on a quand on tue les bactéries de maladie de Lyme, on peut avoir les mêmes cytokines inflammatoires qui sont sécrétées
avec une porosité intestinale si tu manges bon, les choses avec qui sécrètent l'histamine. Donc, beaucoup de gens chez moi, ils sont sur un régime alimentaire pour les hypoglycémies parce qu'ils ont le problème avec les taux de sucre, bon, qui vers le bas tout le temps parce qu'ils mangent trop de sucre qui n'est pas bon pour les bactéries. Et ça augmente l'inflammation dans le corps. Donc, il faut éliminer donc cette porosité intestinale. Claire a dit, parfois, il faut traiter l'intestin pendant quelques mois avant de commencer avec les antibiotiques, spécialement si vous avez un environnement toxique, donc avec les métaux lourds ou les moisissures. Aussi, la maladie de Lyme, on sait bien que les gens ne dorment pas bien. Donc, il y a les problèmes de sommeil. Ça augmente une cytokine inflammatoire qui s'appelle interleukin 6. Donc, c'est impossible de diminuer l'inflammation. Et ultimement, c'est l'inflammation qui cause tous les symptômes de fatigue, de douleur, les problèmes de mémoire et concentration. C'est l'inflammation. Donc, en considérant la maladie de Lyme, c'est presque comme il y a 6 rivières de l'inflammation qui va dans un océan d'inflammation. Et les 6 rivières, donc il faut toujours regarder les infections chroniques, Lyme, Babesia, Bartonella, et bien sûr, il y a des gens qui ont la fièvre les rickettsiosis, les tularemie, brucellose. Évidemment, il y a les autres mycoplasmes, beaucoup d'autres bactéries qui sont présentes. Et il faut dire que la majorité de ces infections qui sont toxiques chez les personnes atteintes avec la maladie de Lyme, ils sont intracellulaires. Et c'est pour ça, même si tu ne trouves pas de mycoplasme ou le tularemie ou brucellose, tu fais avec le Dapsone protocole quand tu donnes du doxycycline ou minocycline avec rifampicine, avec Dapsone, avec azithromycine et pyrazinamide, ce sont tous des médicaments qui entrent dans le compartiment intracellulaire. Donc, ce sont les bactéries qui existent dans les macrophages, dans le compartiment intracellulaire. Il faut utiliser aussi pour arrêter la résistance bactérienne antibiotique dont Claire a bien discuté. La façon d'éviter cette résistance bactérienne avec les antibiotiques, on le fait avec la tuberculose tout le temps, c'est de mélanger les antibiotiques en même temps, et c'est ça que je fais avec le protocole de Dapsone. Donc, infection, dysbiose, porosité intestinale, les problèmes de sommeil, environnement toxique, métaux lourds, moisissures, et il y a un test qu'on envoie à Texas, aux États-Unis, laboratoire qui s'appelle Real Time Labs. On trouve maintenant à peu près que 80% de mes patients sont atteints avec des problèmes de moisissure. Et il y a un problème avec une certaine moisissure qui s'appelle les gliotoxines. Ça supprime donc la fonction immunitaire. Donc, c'est pas bien si tu veux donc éliminer les infections du corps, c'est pas possible d'avoir les toxines qui agissent contre le système immunitaire. Et finalement, et Claire aussi a bien discuté ça, des déficits nutritionnels. Donc, les gens qui ont un manque de magnésium, vous avez besoin d'utiliser le magnésium en les voies de détoxification. Il y a à peu près 300 dans le corps qui ont besoin d'utiliser le magnésium. Donc, les hexamers, les réactions avec les inflammations, avec les cytokines qui sont sécrétées, c'est beaucoup plus fort si tu ne peux pas détoxifier donc ces cytokines et toutes les inflammatoires, les cytokines inflammatoires qui sont sécrétées. Aussi, le problème de zinc augmente l'inflammation. Les problèmes de cuivre, c'est nécessaire dans une enzyme superoxide dismutase. Donc, du cuivre, du zinc, d'iodine, du magnésium, ils sont tous nécessaires. Donc, quelqu'un a demandé, est-ce qu'on doit faire les tests sanguins? Oui, mais pas simplement regarder dans le sang. Ces déficits nutritionnels sont dans les globules rouges. On dit red blood cell en anglais. Donc, il faut regarder dans le sang de faire les tests pour dépister dans le globe rouge pour le magnésium, pour le zinc et pour le cuivre. Donc, si vous avez donc les 6 rivières d'inflammation, donc les bactéries, les parasites comme le babésiose, une dysbiose, une porosité, on ne dort pas, on a des environnements toxiques, des déficits nutritionnels. Maintenant, il y a les conséquences en aval. Donc, toute cette inflammation, qu'est-ce que ça fait dans le corps? D'abord, un désordre endocrinien. Parce que cette inflammation entre dans le cerveau et ça affecte donc cette fonction d'hypophyse
Donc, elle fait les sécrétions, donc les hormones. Donc, on voit les hommes avec une testostérone très bas, 100, 125, 200 à 18 ans. Jamais j'ai vu ça dans ma vie, sauf dans la maladie de Lyme. Aussi, les problèmes avec les adrénales, donc les hormones surrénaliennes. À peu près 95% de mes patients, il manque donc les hormones endocriniennes adrénales. 8 et 9, les troubles neurologiques et psychologiques. Et s'il y avait un trauma dans le passé, émotionnel, sexuel, physique, il faut regarder parce que ces traumas s'agit sur le cerveau et parfois les gens, ils sont, bon, j'ai pas, comment est-ce que j'ai dit ça en français? J'ai pas le droit d'être bien parce que j'ai fait quelque chose dans le passé. Bon, j'avais un problème d'abus et le système immunitaire prend cette information comme, bon, j'ai pas le droit de guérir. Mais c'est pas vrai. C'est l'autre personne qui est le problème, c'est pas vous. Et alors, je dois utiliser les techniques très spécifiques pour les gens avec ça, qui ont les traumas émotionnels, le groupe de techniques. Annie Hopper, Dynamic Neural Retraining, de méditation, de neurofeedback. Il y a beaucoup de techniques qu'il faut utiliser parce que c'est très important d'adresser ce point particulier. Le STOP, donc en anglais POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, une dysautonomie, ça tient à peu près 40% des gens avec la maladie de Lyme aussi, on peut le voir avec le long COVID, hein, parce que cette inflammation agit sur le système autonomique. Alors aussi, le problème mitochondriaux. Quand vous avez toute cette inflammation avec le stress oxydatif, les mitochondries, ils n'ont pas une habilité de repérer. Donc, il faut utiliser après le traitement de dapsone. On fait un mois d'une régénération mitochondriale avec les facteurs NT, le CoQ10, MitoNR, donc nicotinamide riboside, acetyl L-carnitine. Donc, on utilise tous les produits naturels pour faire une régénération de mitochondries et à peu près un tiers des patients vont dire qu'il y a une amélioration de fatigue après qu'ils font ça. Les syndromes douloureux. Donc, évidemment, ça peut être les articulations, les muscles et particulièrement les nerfs. Les gens qui ont les douleurs dans les nerfs avec une neuropathie très douloureuse. La chose qui est fantastique avec le dapsone, c'est j'agis spécifiquement sur la neuropathie et statistiquement, ça agit très, très bien. Et bon, beaucoup de personnes disent après le dapsone, ils n'ont plus des problèmes de neuropathie. S'ils souffrent encore des problèmes de fatigue, douleur, problème de mémoire, normalement, après 8 ou 9 jours, semaine de dapsone, probablement le Babesia, le Bartonella est encore présent. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est le prochain article scientifique que je vais mettre dans la littérature dans à peu près 2 mois. C'est pas 4 jours de dapsone à 200 mg 2 fois par jour qui marche, c'est en fait 6 ou 7 jours dans le dapsone plus. Donc, à peu près, on donne 14 jours d'antibiotiques après 8 semaines de dapsone. Et parfois, pour le Bartonella, dans à peu près une moitié de patients, ça marche très, très bien. Mais normalement, le syndrome douloureux, il faut regarder pour le Babesia et le Bartonella. Aussi, on peut avoir les problèmes de foie avec une augmentation de fonction hépatique et aussi toutes les maladies liées au tic peuvent faire ça, mais aussi on peut avoir les problèmes de hémochromatose avec trop de fer, problèmes de cuivre, beaucoup de choses qui peuvent causer des problèmes avec le foie et problème est aussi clair à discuter avec les troubles auto-immuns. Mais autrement, je vois que la maladie de Lyme cause des problèmes auto-immuns chez les patients et après que je traite la maladie de Lyme, normalement, donc les marqueurs de anti-nuclear antibody, les anticorps antinucléaires, les problèmes avec les facteurs rhumatoïdes, donc les marqueurs auto-immuns, normalement, ça diminue après le traitement de dapsone, c'était efficace. Donc, j'ai publié le partie 1 de la médecine de précision et Claire a bien dit ça aussi. Il faut utiliser donc une médecine de précision parce que chaque patient est complètement différent. Donc, j'ai fait une analyse rétrospective des dossiers
et de données de 200 patients sous thérapie combinée de dapsone traités pour le Lyme chronique et syndrome post-traitement Lyme, donc partie 1, et aussi la médecine de précision, partie 2, le rôle de modèle MSIDS, Multisystemic Infectious Disease Syndrome. Je crois en français, on dit parfois SIMS, syndrome infectieux multisystémique. Je crois que c'est ça en français. Oui, c'est ça. Le traitement de la maladie de Lyme chronique, PDLDS et d'autres maladies chroniques. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé chez les personnes atteintes avec la maladie de Lyme? Donc, avec les 16 clous, donc les 16 facteurs sur la carte MSIDS, on voit bien les infections, les problèmes dysfonctionnement immunitaire, inflammation, donc à peu près 70%. Avec la toxicité environnementale, métaux lourdes, moisissures, au-dessus de 80%. Les allergies, donc environnementaux, mais aussi nourriture, donc les problèmes intestinaux, les problèmes nutritionnels, donc carence nutritionnelle, les problèmes mitochondriels. C'était difficile avec le dapsone parce que ça marche très, très bien. C'était difficile de voir initialement, on donnait donc le CoQ10 ou facteur NT pour voir une différence. Mais autrement, après le dapsone maintenant, je vois une différence en utilisant une régénération mitochondriale dans à peu près un tiers des patients. Les problèmes si, au-dessus de 80, presque 90%. Les problèmes neurologiques, les migraines, les problèmes de mémoire, concentration, problèmes endocriniens avec les hormones. Bon, vous voyez presque 100% des patients. Problèmes de sommeil, bon, 95%. Stop, à peu près 40%. Gastro, froid et douleur, bon, douleur au-dessus de 80%. Donc, il faut regarder, comme j'ai dit, tous les clous dans les pieds, donc tous les points sur la carte MSIDS, parce que pour moi, c'est la clé de guérison. Donc, pourquoi devenons-nous malades? Donc, pour le diagnostic, on sait bien que les tests manquent de sensibilité pour la phase initiale et tardive de l'infection par plusieurs espèces de bactéries. Cela conduit à des diagnostics faux. Donc, les gens viennent chez moi avec syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, des problèmes auto-immunes, etc., même sclérose en plaques. Et à peu près, 90% les gens qui viennent avec sclérose en plaques, en fait, c'est ce que moi j'appelle Lyme MSIDS. Donc, c'est Lyme avec Babesia, Bartonella, des problèmes intestinaux, les problèmes de moisissure et métaux lourds. Bon, c'est ça ce que je vois. Les maladies neuropsychiatriques et même des monstres. Il y avait une étude en France il y a quelques années, on a trouvé que 1% des gens dans les institutions pour les démences avaient la maladie de Lyme. Et une fois qu'on a traité la maladie de Lyme, la mémoire et concentration était beaucoup mieux. C'est particulièrement dans le cas d'infections multiples par Borrelia et Bartonella. Et en fait, en Europe, vous avez le Borrelia avzeli pour Acrodermatitis chronica metrophicans, donc c'est le rash que vous avez en Europe. Ici, aux États-Unis, c'est plutôt le irritant migrans. Vous avez Borrelia garini pour le neurobiliose. Bon, on commence à voir ça ici aux États-Unis, mais il faut dire qu'il y a 16 ou 18 différentes Borrelia maintenant qui existent. Donc, c'est pas possible d'utiliser une ELISA ou une Western blot, d'utiliser une seule souche de Borrelia pour trouver toutes les différentes souches. C'est impossible, on peut pas le faire. Bon, pour la persistance, Borrelia persiste malgré un traitement EDICA pour les antibiotiques. Babesia aussi persiste. Et les persistances ont été aussi reportées avec une infection bactérienne multiple, donc Bartonella persiste, des mycoplasmes, tularemie, Brucella. Bon, tous peuvent former une maladie chronique, donc il faut toujours faire des tests pour le Babesia, le Bartonella. Aux États-Unis, on utilise Igenex en Californie, Galaxy Laboratories, T-Labs. Donc, ce sont les laboratoires qui sont très spécialisés. Et finalement, et vous savez bien, la politique santé n'est pas très bien. Ça nie les problèmes de diagnostic et de persistance, donc ça augmente les coûts de santé. Et aussi la souffrance. Donc, les traitements en échec à cause de la persistance de la borréliose de Lyme. On a trouvé, après des années de traitement, dans la peau, dans la fibroblast, dans les yeux, dans les tissus ligamentaires, dans les articulations, des cellules endothéliales et macrophages, dans le système nerveux central, dans les biofilms, et aussi les traitements sont également en échec avec persistance de Babesia, Bartonella, mycoplasme.
Donc, c'est pas que ça n'existe pas dans la littérature scientifique, ça existe. Et malheureusement, les médecins qui ne croient pas dans la maladie de Lyme chronique et que ça persiste, il y a quand même beaucoup de littérature scientifique qui le prouve, mais bon, ils ne lisent pas, ils ne veulent croire, mais ça existe en littérature. Pour moi, j'avais fait une analyse rétrospective de 200 patients sous dapsone. On a fait une preuve de persistance par PCR, donc ADN, et fiches. Ces fiches, en anglais, c'est Fluorescent In Situ Hybridization. Ça veut dire l'ARN dans le sang. Et on le voit sous le microscope. Donc, pour Borrelia burgdorferi, on a trouvé qu'au-dessus de 14% des patients étaient PCR positifs, malgré une antibiotique thérapie adéquate pendant les mois et même les années. Babesia aussi, on a vu des PCR et des fiches, même s'ils ont trouvé qu'ils ont pris de atovaquone et azithromycine ou clindamycine et quinine. Bartonella, même chose, on a vu des PCR et des fiches ARN positifs après les mois et les années de traitement. C'est pour ça que le quadruple dapsone, maintenant que je suis en train d'expérimenter un petit peu, ça marche beaucoup mieux que n'importe quel traitement pour le Bartonella que j'avais mis dans le passé. Mais aussi, on voit le tulérémie, bon, les valeurs qui augmentent par 4 fois. Le brucella, on avait vu des agglutinations positives après traitement. Mycoplasme fermentans et pénétrants après mois et même des années de traitement étaient positifs par PCR. Et les virus, même les réactivations des virus. Bon, Claire avait dit qu'on va voir les virus comme le herpès dans le corps, mais si le terrain, les systèmes immunitaires marchent, bon, ça reste donc dans le background. Mais si vous avez trop d'infections, les systèmes immunitaires ne marchent pas, on va voir une réactivation des infections. On le voit pour Epstein-Barr, on le voit pour HHV6 aussi, avec les valeurs qui augmentent par 4 fois. Donc, les biofilms de Borrelia protègent les bactéries. Et pour moi, c'était vraiment la lumière qui m'avait atteint il y a quelques années parce que je cherchais pour des solutions pour tous les gens qui étaient atteints avec la maladie de Lyme chronique. Pourquoi il y a toujours les rechutes? Pourquoi que je donne les antibiotiques? Les gens se sentent beaucoup mieux sur les antibiotiques, mais ils rechutent chaque fois que je stoppe, j'arrête les antibiotiques. Et finalement, pour moi, ce sont les biofilms qui expliquent Ah, là, on a un petit arrêt du son, j'ai l'impression, non? On a perdu Richard, ouais. Ça y est? Richard? Ouais. Ça va maintenant? Are you Oui, here? ça va. OK, On vous entend. ça va. Donc, Monica Embers, elle a prouvé la persistance de Borrelia dans la maladie de Lyme chronique. Donc, elle avait donc publié quelque chose comme ça. Et Johns Hopkins University, ils ont montré que ce sont les microcolonies de Borrelia dans les biofilms, donc des microcolonies persistantes dans les biofilms qui accélèrent la plupart de l'inflammation. Donc, l'inflammation, donc j'ai dit avant, c'est plutôt l'inflammation qui cause tous les symptômes de la maladie de Lyme. Ce sont les cytokines inflammatoires qui causent de fatigue, des douleurs, des problèmes de mémoire, concentration. Si on diminue donc toutes les cytokines inflammatoires, les gens se sentent beaucoup mieux. Et finalement, si j'arrive à attaquer le biofilm et éliminer les bactéries qui se trouvent dans le biofilm, les gens se sentent beaucoup mieux. Alors, j'ai fait donc une épreuve avec Eva Shapi at the University of New Haven dans la culture avec l'effet de la dapsone seule et en combinaison avec les autres antibiotiques intracellulaires, donc doxycycline, rifampicine, azithromycine, pyrazinamide, ce sont tous les antibiotiques intracellulaires qui sont nécessaires pour tuer les bactéries qui se trouvent dans le compartiment intracellulaire. Hein? C'est là les formes, moi, personnellement, que je trouve, c'est ça qui cause l'inflammation dans les formes biofilms. Donc, c'est après 3 jours. Donc, si on donne le dapsone seul, si on regarde donc le panneau C, et vous regardez juste à côté avec doxycycline, vous voyez qu'après 3 jours, en donnant le dapsone en culture avec Borrelia, les biofilms sont much smaller, hein?
ils sont pas si grandes qu'avec le doxycycline seul. Si maintenant vous regardez le panneau K et L vers l'écran vers le droite, si on donne le doxycycline et rifampicine et dapsone en même temps, si vous regardez la taille des biofilms, c'est beaucoup plus petit que le doxycycline seul ou même le dapsone seul. Et puis, à côté à droite, en L, si on ajoute azithromycine, ça diminue les biofilms de Borrelia encore par 3%. Donc, en culture, le protocole qui était le plus efficace quand les biofilms de Borrelia étaient en fait doxycycline, rifampicine, azithromycine avec dapsone. Donc, ce sont tous les médicaments intracellulaires qui agissent donc dans ce compartiment et contre les biofilms. Alors, si on regarde l'effet de la dapsone seule et en combinaison avec des antibiotiques intracellulaires, les principaux résultats de cette étude sont le dapsone en usage seul marche contre les formes biofilms. Mais si en combinaison on ajoute le doxycycline, c'est mieux. Si on ajoute rifampicine plus doxycycline et dapsone, bon, encore, ça marche beaucoup mieux. Et finalement, si on ajoute azithromycine, donc azithromycine, doxycycline, rifampicine, dapsone, si on regarde donc les formes biofilms, ce sont les plus petits. Et l'effet le plus significatif en réduisant la masse et viabilité des couches protectives mucopolysaccharides du biofilm de Borrelia burgdorferi. Et ces résultats pourraient expliquer, au moins en partie, son efficacité clinique observée dans les tests récents de double dose dapsone. Alors, j'ai publié donc après ça dans le journal Antibiotiques, efficacité de la thérapie combinaison dapsone à double dose, donc 100 mg de dapsone 2 fois par jour pendant 1 mois dans le traitement de la maladie de Lyme chronique, PELDIADS, avec les co-infections. Donc, c'était une étude de 3 cas et une analyse rétrospective de dossiers des malades. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était un protocole d'à peu près 8 semaines. On l'a fait sur 40 patients. Donc, DDD, ça veut dire double dose dapsone. Il est meilleur que le traitement simple dose dapsone, donc 100 mg, avec une rémission long terme pour 45% des patients pour 1 an ou plus. Et ça veut dire des patients même qui étaient malades depuis, des années. J'ai patients qui étaient malades pendant une trentaine d'années, étaient mieux. Même s'ils étaient, 30 ans, je suis malade, docteur. Après 8 semaines de double dose dapsone, il y a un certain pourcentage des patients, ils n'avaient plus de symptômes. Pour les cas ayant une EM ou PTLDS, le double dose dapsone conduit à une rémission long terme pour 7 patients sur 12, donc 58%, donc au-dessus de 50%. Donc, c'est le premier protocole court, donc 8 semaines de antibiotiques orales. Moi, personnellement, je n'utilise plus de Rocephin intraveineux, j'ai pas besoin. Le seul cas maintenant, je dois utiliser un intraveineux comme de Rocephin. C'est quelqu'un d'un cas de palsy de Bell's qui ne répond pas au doxycycline. C'est le seul cas où quelqu'un qui vient avec un cas de SLA, aussi avec une maladie de Lyme, où j'ai besoin d'utiliser les antibiotiques avec une bonne pénétration dans le système nerveux central. Mais c'est le premier protocole court pour les formes chroniques. La prochaine étape que je dois faire, et j'espère l'année prochaine, je vais le faire, je dois faire les tests cliniques randomisés entre placebo et multicentre. Et nous devons trouver les traitements efficaces pour le Babesia et le Bartonella. Alors, donc, après, j'ai mis ça, donc, dans efficacité, la combinaison de dapsone. Et si on regarde, donc, l'efficacité, vous voyez, si vous regardez Babesia fish, donc ce sont des personnes avec un ARN, on voit sous le microscope qui fluoresce verte. Donc, le Babesia, c'est actif. Si on donne le double dose dapsone, et ce sont les gens qui ont déjà utilisé atovaquone et azithromycine pour le babésiose, 3 sur 6, donc 50%, étaient en rémission. Mais si on regarde tout à fait à droite, le Bartonella fish qui était positif, donc 7 sur 40, il n'y avait personne qui était en rémission. Beaucoup de gens, on dit, je suis mieux, mais pas une rémission. Il y avait des symptômes qui étaient éliminés complètement.
Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Alors, j'avais dit avant qu'il y avait une personne par accident qui avait pris une dose de double dapsone, mais la même chose était, bon, ça fait à peu près 2 ans et demi, il y avait une personne, c'était une femme, elle avait un divorce qui s'est passé. Bon, elle avait beaucoup d'émotions, elle était très émotionnelle et elle n'a pas fait attention à dose de dapsone. Et quand elle a commencé le 2e mois de double dose dapsone, par accident, elle a pris quadruple dapsone, donc 200 mg 2 fois par jour, donc 400 mg par jour. Elle m'a téléphoné après 4 jours en disant, docteur, bon, je me sens pas bien, j'ai des grandes douleurs, un Alzheimer terrible, beaucoup de fatigue, mon mémoire, bon, j'ai plus de cerveau. Et j'ai dit, bon, tu prends trop de dapsone, il faut l'arrêter. Elle a pris simplement 3 ou 4 jours de dapsone à 200 mg 2 fois par jour. Maintenant, elle est 2 ans sans symptômes. Elle n'a jamais fini double dose dapsone. Donc, c'était pas simplement le nombre de jours de dapsone, c'est aussi la quantité de dapsone, le dosage qui est très important pour les formes biofilms. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le but de cette étude était d'évaluer des doses plus élevées de dapsone, donc 200 mg 2 fois par jour, simplement pendant 4 jours. Après, avec les personnes qui ont déjà fait le double dose dapsone pendant 8 semaines. C'était dans le traitement, évidemment, de maladie de Lyme chronique, PDLDS résistante avec les co-infections associées. C'était 25 patients ayant des antécédents de Lyme et des co-infections associées. Donc, la plupart présentaient avec les symptômes persistants malgré plusieurs cures de dapsone double dose. Ils ont suivi avec plusieurs cures de solution de dapsone pulsée. Donc, simplement de dapsone à forte dose, 200 mg 2 fois par jour pendant 3 ou 4 jours. On a fait quelques pulsées comme ça, 1 pause, 2 pauses, 3 pauses comme ça, selon la persistance des symptômes. La majorité des patients ont remarqué une amélioration soutenue des 8 principaux symptômes de Lyme, notamment la fatigue, douleur, les maux de tête, neuropathie, l'insomnie, la cognition et la transpiration, donc les symptômes de babésiose avec les soirs nocturnes. C'est donc le dosage de la dapsone, pas simplement la durée de traitement, qui a eu un effet positif sur les résultats. Donc, la thérapie combinée à forte dose, 200 mg 2 fois par jour pendant 4 jours, de dapsone pulsée peut représenter une nouvelle approche thérapeutique pour les traitements de chronic Lyme, PTLDS résistante, et spécialement chez les personnes avec le Bartonella résistante. Et maintenant, ce que je trouve, et ça, c'est la prochaine étude scientifique que je vais publier donc cet été, j'ai des gens maintenant qui prennent le dapsone, donc à 200 mg 2 fois par jour, donc haute pause de dapsone, pendant 6 ou 7 jours, pas 4 jours, 6 ou 7 jours, et maintenant qui vont en rémission avec le Bartonella chronique. Alors, normalement, je croyais que le dapsone ne marchait pas du tout sur le Bartonella. Le problème que j'ai pas utilisé, donc le dosage c'était suffisant pour le Bartonella, et c'est plutôt les plus grands dosages de dapsone avec plus de bleu de méthylène qui a un plus grand effet sur le Bartonellose. Donc, si on regarde le table 1, une réponse de traitement sur la high dose dapsone, 200 mg 2 fois par jour, 4 jours, sur les co-infections. Si on regarde maintenant tout à fait à droite sur le Bartonella fiche, bon, tu te souviens maintenant qu'il y avait 7 patients sur 40 avant, pas de rémission. Maintenant, il y avait 2 sur 4, donc 50% des patients, ils ont une rémission où les symptômes ne reviennent pas. Et aussi, ça a marché pour le babésiose avec 3 sur rémission et les autres qui étaient améliorés. Et aussi, si on regarde les indicateurs MSIDS, donc tous les clous dans les pieds, c'est les 25 patients, et Claire elle a commenté sur ça. Il faut toujours regarder donc toutes les sources d'inflammation et toutes les choses qui se trouvent après l'inflammation, donc
problème mitochondrial, problème endocrinien, etc. Si on regarde dans le foie, les problèmes de mast cell, donc sécrétion de histamine, les sensibilités à nourriture, des problèmes, les troubles de sommeil, dépression, anxiété, du stop, des dysfonctions hormonales avec testostérone, thyroïdienne, hormones surrénaliennes, dysfonction mitochondriale, les problèmes de détox où les voies de détox ne marchent pas, des moisissures, des métaux lourds, toutes les choses jouent un rôle avec les gens qui sont atteints avec la maladie de Lyme. Donc, avec cette explication aujourd'hui, comment est-ce que je guéris des personnes avec la maladie de Lyme chronique? Je dois trouver donc cette carte MCID. Toutes les choses qui causent l'inflammation, donc les 6 rivières qui va dans une océan d'inflammation, avec le stop et les fonctions mitochondriales, les problèmes endocriniens, il faut rechercher toutes les choses, pas simplement donner des antibiotiques ou donner des choses naturelles. Il faut regarder tout ça pour guérir les gens qui sont atteints avec la maladie de Lyme. Donc, les résultats de traitement, 84% ont montré une amélioration de leurs symptômes transmis par les tiques. Un patient a présenté avec une grande aggravation temporaire des symptômes après le traitement, secondaire à une grave réaction de Herxheimer. Et 32% des patients, donc 8 sur 25, avaient une résolution de tous les symptômes. Donc, les gens qui ont raté le double dose d'Dapsone, si je donnais 4 jours de 200 mg 2 fois par jour de Dapsone, donc high dose Dapsone, donc à haut dosage, simplement à pulser, à peu près 1 sur 3 va en rémission. Maintenant, je trouve que c'est plutôt, et je dois regarder tous les dossiers chez moi, et je vais regarder ça le mois prochain pour la prochaine publication que je vais mettre dans la littérature scientifique. Maintenant, je crois que c'est à peu près 50%, même 2 tiers, je ne sais pas, je dois regarder, mais j'ai des rémissions beaucoup plus élevées, simplement pas en utilisant 4 jours de poussée de Dapsone haute dose, mais plutôt 6 ou 7 jours de Dapsone après le double dose Dapsone. Donc, le protocole que je lise, c'est 9 semaines d'antibiotiques. Donc, quand quelqu'un vient chez moi, je regarde sur la carte MCID, est-ce qu'ils ont pas simplement de maladie de Lyme, basiziose? Est-ce qu'ils ont des soins nocturnes, des frissons, des problèmes donc de respiration, de manque d'air qui est très classique avec le babesiose. Et aussi, ça augmente la fatigue et les douleurs, etc. Est-ce qu'ils ont le Bartonella? Et il faut regarder parce qu'il y a à peu près 18 différentes souches de Bartonella qui causent des symptômes. Donc, c'est pas adéquat de simplement regarder pour Bartonella henselae ou Bartonella quintana. Ça ne suffit pas parce qu'il y a 18 différentes souches de Bartonella. Donc, il faut utiliser donc les laboratoires très spécialisés pour les trouver. Mais si je trouve donc les gens avec les rash très spécifiques pour le Bartonella, j'ai pas mis sur les diapositives, mais ça, les gens regardent comme les gens qui ont gagné du poids et perdu du poids. Ce sont des lignes sur la peau, mais normalement ils sont perpendiculaires aux peaux, mais aussi ça peut être aussi dans les plaines de peau aussi. Mais de toute façon, ça marche très très bien avec les 9 semaines maintenant de double dose Dapsone, suivi par 6 jours ou 7 jours de high dose Dapsone de 400 mg par jour. Donc, le résultat, 43% avec une éruption cutanée, érythème migraine ou des antécédents de PTLDS restaient en rémission. Et 57% montraient une amélioration légère à madurer des symptômes sous-jacents par rapport à leur niveau précédent. Parmi les 11 patients positifs par Babesia fish, 3 sont restés en rémission et les autres sont améliorés. Pour le Bartonella, parmi les 19 patients, donc 76%, ayant des antécédents d'exposition au Bartonella, 15 sur 19 se sont améliorés, presque 80%, et 4%, 21% n'ont présenté aucun changement de leurs symptômes. Parmi les 8 patients présentant avec une preuve d'infection active au Bartonella, donc PCR positif ADN, fiche positif ARN ou VEGF, ça, en anglais c'est Vascular Endothelial Growth Factor élevé,
3 sur 8, donc 38%, sont restés en rémission. Et pour le Bartonella, ça, c'est un miracle. Parce que le Bartonella, c'est plus difficile d'éliminer que la maladie de Lyme. Mais maintenant, si quelqu'un m'avait dit, il y a une dizaine d'années, vous allez trouver un protocole de 8 semaines qui va être très efficace pour la maladie de Lyme, je vais dire non, c'est pas possible. Mais moi, je l'ai trouvé. Mais si le Bartonella est actif, c'est difficile d'avoir ces gens en rémission. Maintenant, pour les cas positifs fiches à Bartonella, je trouve que 6 à 7 jours avec ce double dose d'Apsone suivi par 6 ou 7 jours de quadruple d'Apsone, 200 mg 2 fois par jour avec bleu de méthylène, 300 mg 2 fois par jour avec des très gros dosages de glutathione, antioxydants, etc. Et si tu lis les articles scientifiques que j'ai publiés, tous les protocoles sont là-dedans. Faut pas chercher, ils sont dans l'article scientifique. Les résultats de traitement, donc la plus grande amélioration des symptômes observés après 8 semaines de double dose d'Apsone et quelques jours après de haute d'Apsone était cognition, 68%, les douleurs articulaires et musculaires, 64%, fatigue, 60%, maux de tête, 36%, neuropathie, 20%, insomnie, 20%, sueur, frisson, bouffée vasomotrice, donc babesiose normalement, 20%, palpitations, 8%, les acouphènes, 8%, dyspnée, aussi normalement associé avec la babesiose, 4%. Et il y a les gens on s'appelle une neige visuelle, visual snow en anglais, donc on voit pas bien, et s'améliorer avec le dapsone pulsé de haute dose. Donc, il s'agit souvent des symptômes résistance. Donc, ce sont donc les persisteurs, donc les biofilms. Une fois qu'on l'attaque, on ouvre les biofilms. Et moi, j'utilise 4 différents produits contre les biofilms. Donc avant, j'utilisais le séropeptidase qui vient du protocole Cowden. Mais maintenant, j'utilise le huile de peppermint, c'est du menthe, hein? Huile de menthe qui est fait contre les biofilms. Biocidine. J'utilise donc du stevia qui vient de Eva Shapley de l'Université de New Haven. D'huile d'origan avec les autres huiles essentielles. Donc, je donne en même temps 4 différentes huiles essentielles pour ouvrir les biofilms. Et comme j'avais dit, le dapsone et même rifampicine a un effet contre les biofilms avec le Borrelia. Mais je ouvre les biofilms et puis j'utilise cette combinaison des antibiotiques contre les formes persisteurs. Ça marche beaucoup mieux que n'importe quoi ce que j'avais dit pendant les dernières trentaines d'années que je vois donc les milliers de patients avec la maladie de Lyme. En conclusion et les études à venir, le double dose d'Apsone, donc 200 mg de dapsone, est plus efficace que le dosage normal qu'on utilise pour la lèpre, donc 100 mg, et les traitements pulsés de dapsone à 400 mg, dont l'article que j'avais publié, c'était 3-4 jours. La prochaine publication, maintenant, où je vois beaucoup plus d'efficacité, il faut au moins 6 ou 7 jours de cette 400 mg et parfois quelques puces sont beaucoup plus efficaces contre le Bartonella. Donc, des séquences pulsées de high dose dapsone à 400 mg par jour sont souvent nécessaires pour le Bartonella chronique. Mais avant, je devais utiliser donc gentamicine intraveineux, qui est une médecine qui a des problèmes toxiques sur le corps avec les oreilles et les reins. Donc, c'est pas une médication que je vais utiliser. Bon, j'avais atteint une rémission avec le Bartonella en utilisant du minocycline et rifampicine et zithromycine et pyrazinamide avec gentamicine intraveineux, mais je ne veux pas utiliser cet médicament parce que c'est une médecine qui peut être toxique, même si les niveaux dans les sangs c'est suffisant, donc normal. On peut toujours même avoir des problèmes. Donc, il devait trouver une solution pour les Bartonella. Et la solution maintenant que je trouve qui marche beaucoup plus, qui est beaucoup plus efficace, ce sont les pulses de dapsone haut dosage de 400 mg de 6 à 7 jours. J'ai une patiente maintenant, elle a écrit un bouquin et fait une book tour aux États-Unis maintenant, Olivia. Elle a été atteinte avec la maladie de Lyme depuis l'âge de 9 ans.
Elle était la première patient à 9 ans que j'ai donné le dapsone jusqu'à 100 mg. Bon, elle a dit après à peu près un an, oh, je me sens beaucoup mieux. Elle avait réussi à l'école, tu les as. Maintenant, elle va à l'Université de Californie à Los Angeles. Mais j'ai fait une étude pour voir pourquoi elle a encore la fatigue, un peu de douleur, les problèmes de mémoire à 17 ans. J'ai trouvé une Bartonella fiche positive. Elle n'a jamais fait le double dose dapsone parce qu'elle avait 9 ans que j'ai donné ce traitement la première fois. Donc, ça fait 8 ans, right? J'ai donné le double dose dapsone 8 semaines. Après 6 jours de haute dapsone, 400 mg. Maintenant, 3 mois en rémission sans une seule symptôme pour la première fois en 13 ans. Pas de symptômes de tout. Et maintenant, j'ai des personnes, l'homme positif, partenaire positif, ça marche. Donc, ça ne va pas marcher pour tous les gens. Mais la chose qui donne l'espoir pour moi et pour les gens dans la communauté de Lyme et maladies liées au tic, ce protocole est court terme. Et quand je donne beaucoup de probiotiques pour protéger les intestins et je donne beaucoup pour ouvrir les voies de détoxification parce qu'il faut diminuer l'inflammation quand on donne ce protocole, je donne du N-acetylcysteine, right, qui pousse le glutathione dans le corps et je donne l'acide alpha-lipoïque qui régénère le glutathione dans le corps et même 50 mg de glutathione, 100 mg de glutathione 2 fois par jour, avec les choses qui diminuent l'inflammation pour une voie qui s'appelle NRF2. Comment est-ce qu'on diminue l'inflammation avec NRF2? C'est le turmeric, c'est broccoli seed extract, donc extrait de brocoli, sulforaphane, ce sont le resveratrol et aussi du thé vert. Ce sont les 4 produits qui diminuent l'inflammation par la voie NRF2. Même du mélatonine à bas dosage à milligrammes agit sur une voie d'inflammation qui s'appelle NLRP3, inflammasomes. Donc, ce que je fais, je diminue l'inflammation en agissant sur les différentes voies d'inflammation. Je ouvre les voies de détoxification. Je regarde les intestins et aussi le terrain avant de commencer ce protocole. Et je vais discuter donc des questions avec les dapsone parce qu'il y a des effets secondaires que je dois discuter avec l'anémie, méthymoglobinémie, l'exercamère. Je vais discuter dans le question and answer. Mais il faut dire quand même, je trouve maintenant que la plupart des gens peuvent utiliser ce protocole. Il faut simplement pas avoir une carence dans une enzyme qui s'appelle G6PD. G6PD, bon, c'est une dihydrogénase. C'est une enzyme il est nécessaire d'avoir cette enzyme pour prendre le dapsone, pour prendre le plaquenil, l'hydroxychloroquine. Bon, il faut pas avoir une manque de cette enzyme. Autrement, on peut avoir un problème avec les globules rouges avec une hémolyse qui se passe. Mais de toute façon, c'est beaucoup plus efficace que tous les régimes que j'ai utilisés pendant les années. Donc, ce qui est important de savoir, c'est la dose et pas uniquement la durée de traitement qui est important. Comme pour les résultats sur le disulfiram, où le taux de rémission augmente avec les doses plus fortes. Donc, j'ai utilisé le disulfiram et ça marche pour un certain pourcentage de patients qui ne supportent pas le dapsone ou qui manquent cette enzyme de G6PD. Mais je trouve que le problème avec le disulfiram, c'est une moitié de vie de 14 jours. Donc, une fois qu'une réaction de Herxheimer, bon, ça reste pendant 7 jours, même avec beaucoup de glutathione, et ça peut causer des problèmes indérisables, donc augmentation de neuropathie, augmentation des effets psychiatriques. Donc, avec le dapsone, la moitié vie est 24 jours. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le dapsone. Donc, vraiment, ça donne de l'espoir pour la communauté Lyme. Mais on a besoin d'un test clinique randomisé de 8 semaines sur le double dose dapsone. J'espère que l'année prochaine, je vais faire, on s'appelle un pilot study sur 50 patients pour prouver au FDA aux États-Unis l'efficacité et le safety. Il est sans danger de donner ce protocole. Et c'est spécialement pour les 50% qui ne sont pas en rémission après 8 semaines de double dose dapsone. J'utilise donc cette régime de pulse, mais probablement je vais faire cet protocole avec 9 semaines
8 semaines de double dose dapsone, 1 semaine de haute dapsone de 200 mg parce que maintenant, je trouve que la plupart des gens, ils ont de Bartonella, donc je crois que ça vaut la peine simplement d'inclure ce protocole dans ce test clinique randomisé. Je vais finir maintenant avec le changement climatique et les problèmes de santé concernant les tiques et globaux. Probablement, vous savez bien que le changement climatique fait émerger les tiques 3 semaines maintenant plus tôt. Ce sont les études qu'on a fait aux États-Unis et l'Institution des écosystèmes. Et les températures mondiales plus élevées augmentent les taux de reproduction des insectes, donc les tiques, les moustiques et les puces, entraînant donc une augmentation du nombre de tiques chaque année. Donc, l'année passée, le CDC aux États-Unis, ils ont dit qu'on a à peu près 500 000 de patients atteints de la maladie de Lyme. Et probablement, c'est une sous-estimé. Mais il y avait un article très important, il faut regarder dans la littérature, c'était publié dans BMJ Global Health. Et il a dit que 14,5% de la population mondiale était exposée à la maladie de Lyme. Ça veut dire qu'une personne sur 7, maintenant dans le monde, était atteinte de la maladie de Lyme. Donc, avec les médecins qui ne croient pas qu'il y a une épidémie de Lyme, il faut qu'ils regardent cet article qui a été publié dans BMJ Global Health. C'était publié l'année passée. Le changement climatique augmente les toxicités environnementales. Maintenant, on voit fumée de feu de forêt, exposition aux moisissures, 80% de mes patients, les bâtiments endommagés par l'eau. C'est un grand problème parce que les mycotoxines agissent sur le système immunitaire. Et les effets du changement climatique sur la santé, augmentation de coûts de chaleur, déshydratation, augmentation de asthme, événements cardiaques, modification de l'exposition aux agents pathogènes et type d'exposition aux tiques. Donc, on a remarqué en 100% des tiques avant l'incendie étaient des Ixodes et remplacés par 55% d'Idaxus et presque 45% de Dermatocenter après un incendie. Ça veut dire beaucoup plus de rickettsiosis après un incendie. Et bon, Lyme disease, bon, ça peut vous tuer, mais avec les rickettsiosis, bon, fièvre Q, Rocky Mountain Spotted Fever, le typhus, bon, si vous n'avez pas une doxycycline dans votre corps pendant 7 jours, ça peut vous tuer. Donc, c'est très toxique. Les maladies transmises par les tiques seront augmentées dans le futur. Déjà, c'est pas bien, mais ça va augmenter dans le futur à cause de ce changement climatique. Et la prévention et un traitement efficace sont plus importants que jamais. Donc, stay safe. Merci pour votre attention. Pour vous qui lire en anglais, à part de mon dernier livre en anglais pour la maladie de Lyme, How Can I Get Better? J'ai écrit donc un livre sur le changement climatique qui s'appelle Starseed Revolution et il est blague sur la maladie de Lyme et le gouvernement, etc. Il faut connaître mon sens d'humour. Ma femme a trouvé, après 18 ans de mariage, ma femme ne trouve pas que je suis vraiment, que j'ai une bonne sens d'humour, mais les gens dans mon pratique de médecine m'ont dit, docteur, vous avez une bonne sens d'humour, même si votre femme ne croit pas. Donc, si vous avez l'opportunité de le lire, merci beaucoup. Et maintenant, des questions. Merci à vous, Richard. Et ma femme, c'est pareil. Elle ne croit pas du tout que j'ai le bon sens de l'humour. Same here. So, Nathalie, on a pas mal de questions d'avance, hein, je crois. Enfin, quelques questions d'avance et beaucoup de questions dans le fil. Est-ce que tu peux résumer les questions, s'il te plaît? Alors, oui, du coup, je vais sélectionner quelques questions. Bah, du coup, la conclusion a déjà répondu sur comment gérer notamment les effets indésirables. J'en avais une sur, avec ce traitement de Dapsone, comment est-ce que vous faites la différence entre les effets secondaires et le HERX? C'est une bonne question. So, les effets secondaires de Dapsone en anglais, j'ai dit « do no harm ». Donc, H, c'est Herxheimer, réaction de Herxheimer. A, c'est anémie. R, c'est rash. Donc, les gens qui ont un problème avec du sulfaméthoxazole, Bactrim, parfois, il faut faire attention parce que les gens, parfois, peuvent avoir une rash
en prenant un médicament comme le dapsone. Mais heureusement pour moi, la plupart des gens qui ont un problème, une allergie, donc aux médicaments aux bases de sulfate, comme Bactrim, ils peuvent prendre le dapsone. Et finalement, M, méthymoglobinie. Ça veut dire un problème de porter l'oxygène dans le sang parce qu'il y a un stress oxydatif qui arrive avec le dapsone. Alors, comment est-ce qu'on arrive à diminuer les effets secondaires? D'abord, pour les Herxheimer réactions, j'ai dit, je bloque donc les voies inflammatoires. Donc, il y a un switch dans le noyau des cellules qui s'appelle NF-kappa B. Comment on bloque NF-kappa B? NAC, N-acetylcysteine, acide alpha-lipoïque, glutathione. Bon, il faut aussi dire que ça marche très bien pour le COVID-19. Je trouve que dans le COVID-19, on a trouvé qu'il faut une diminution de glutathione pour que le virus se réplique dans le corps. Mais si vous avez assez de glutathione, ça n'a pas assez de problème. Et moi, il y a personne qui était mort dans mon pratique de médecine pendant les derniers 3 ans en utilisant des grands dosages de glutathione pendant une infection avec le COVID-19. Bon. Donc, il faut bloquer NF-kappa B, NAC, acide alpha-lipoïque, glutathione. Ce sont les articles scientifiques que j'ai publiés, il faut dire. Deuxièmement, le voie NRF2. Comme j'ai dit, c'est le turmeric, curcumin. Ce sont les extraits de brocoli, sulforaphane, resveratrol et aussi le thé vert. NLRP3 inflammasomes, donc ce sont le mélatonine à milligrammes à dose basse, aussi le LDN. LDN à 4,5 mg agissent sur les cellules dans le cerveau pour diminuer l'inflammation dans le cerveau. Et c'est très efficace. En fait, moi, je le prends tous les jours parce qu'aussi, on a fait une association avec cette inflammation, avec la maladie quand on vieillit, avec la maladie d'Alzheimer, Parkinson's, etc. Juste, Donc, Richard, vous pouvez dire LDN, what is it? LDN, c'est low dose naltrexone. C'est de la naltrexone. Naltrexone à basse dosage. LDN, low dose naltrexone. Et ça marche très, très bien. Donc, pour les cellules dans le cerveau, qui causent l'inflammation. Juste, vous avez un nom commercial du LDN? Non commercial, normalement, c'est LDN, low dose naltrexone. Okay. On l'a Donc, pas en naltrexone, donc, si quelqu'un prend donc du morphine, une overdose de morphine, on donne donc naltrexone pour renverser les effets des narcotiques, pour les drogués. Ça, c'est low dose naltrexone. Donc, 3 mg, 4,5 mg, ça, c'est low dose. On a en France que le comprimé de 50 mg et il faut qu'on fasse un petit micmac nous-mêmes, ou il faut faire une préparation magistrale, ou il faut faire maison pour réduire les coûts. Il faut faire une dilution, en fait, et pour pouvoir avoir 4,5 mg par jour. Ouais. Juste, Richard, si je peux me permettre, je vous l'avais dit avant la réunion, moi, on m'a prescrit de la dapsone il y a 1 an et demi. Je vous ai dit, au bout de 15 jours, j'ai fait de l'anémie. En fait, je sentais bien que j'avais moins de respiration, enfin moins d'air. Et donc, j'ai arrêté à cause de ça. Donc, juste pour être clair vis-à-vis des gens qui nous écoutent, et en particulier, je vois que Xavier Thévenard, qui est un grand sportif, qui nous écoute également, et qui a besoin d'oxygène, bien sûr, pour réussir à éviter l'anémie, répéter devant tout le monde ce que vous avez dit précédemment. Oui. Le dose d'acide folique doit être très, très grande pour prendre les dapsones de ce dosage. Donc, par exemple, on utilise 2 produits avec l'acide folique. Aux États-Unis, le premier, c'est leucovorin. Leucovorin, c'est folinic acid, acide folinique. J'utilise pour le double dose dapsone entre 75 mg jusqu'à 100 mg de leucovorin. Je ne sais pas si ça s'appelle ça en France, mais c'est folinic acid, acide folinique, 2 fois par jour. Donc, jusqu'à 100 mg 2 fois par jour d'acide folinique avec une forme de méthylfolate. Donc, l'autre produit que j'utilise, c'est L-methylfolate. Ce sont donc une folate méthylée. Les compromis sont 15 mg.
et je donne 3 ou 4, donc entre 45 et 60 mg d'un acide folique méthylé, L-methylfolate, 2 fois par jour. Donc, ça veut dire en total, j'utilise à peu près 300 mg d'acide folique pour diminuer l'anémie. Donc, si quelqu'un commence avec donc une hémoglobine de 13, après le double dose d'Apsone, l'hémoglobine va être à peu près 9. On va voir une diminution d'à peu près 4 grammes avec le Dapsone. Ma femme, quand elle a fait le double dose d'Apsone, elle a commencé avec une hémoglobine de 12,5. Elle était à 8,5 le deuxième mois, mais elle était en train de marcher avec moi sur la colline parce que, bon, c'est un ennemi qui est lent. C'est pas un ennemi, bon, si vous avez un ennemi très vite, comme une Helicobacter pylori dans l'estomac avec une, gastro-intestinal bleed, ça c'est une autre chose. Mais c'est un ennemi qui va très lentement. Mais si tu prends assez d'acide folique, normalement, ça va arrêter à peu près 4 grammes de hémoglobine et que tu continues l'acide folique pendant au moins 2 mois après le Dapsone est fini pour renverser cette anémie et normalement, ça va aller jusqu'à 13 après que tu as fini le protocole. Mais il faut continuer l'acide folique à haut dosage pendant au moins 8 semaines après que tu as fini. Pour cette manque d'air, normalement, c'est de méthymoglobinémie. Donc, ce sont les taux de méthémoglobine. C'est une forme de hémoglobine qui ne porte pas l'oxygène bien dans le sang. Il faut utiliser le bleu de méthylène. Et donc, dans ce protocole maintenant, pour le Bartonella et donc le double dose d'Apsone, maintenant, j'utilise donc les scientifiques dans les publications que j'avais fait utilisaient 100 mg, 2 mg de bleu de méthylène. Maintenant, j'utilise 300 mg de bleu de méthylène 2 fois par jour avec au moins 100 mg de glutathione 2 fois par jour avec NAC 600 mg 2 fois par jour, 600 mg d'acide alpha-puique 2 fois par jour. Donc, tout ça, c'est dans le protocole qui est publié. Hein? Mais il faut utiliser beaucoup d'antioxydants pour renverser donc ce problème de méthymoglobinie, mais je ne vois pas les problèmes de méthymoglobine avec ce dosage de bleu de méthylène. Enfin, si vous avez dans une urgence, par exemple, avec trop de méthymoglobine dans le sang, on donne un intraveineux avec bleu de méthylène. Mais maintenant, on peut avoir les pharmacies spécifiques qui donnent les comprimés de bleu de méthylène. Donc, pour moi, c'est une pharmacie en Floride. On dit un compounding pharmacy. Je crois en Belgique, si vous n'avez pas fait la connaissance de Paul de Sadler. Paul de Sadler en Belgique, probablement, tu vas recevoir le bleu de méthylène et beaucoup donc des choses nutritionnelles dont je parle aujourd'hui. Probablement, Paul de Sadler en Belgique, il peut donner les produits nutritionnels de Research Nutritionals et les autres compagnies que j'utilise aux États-Unis. Donc, il faut dire que si on bloque l'inflammation, on ouvre les voies de détoxification, on donne les très grands dosages d'acide folique, des très grands dosages d'antioxydants comme bleu de méthylène, glutathione. C'est comme ça qu'on tolère le double dose d'Apsone et aussi le d'Apsone de 400 mg. C'est la seule façon de le tolérer. Autrement, c'est trop difficile de tolérer ce protocole. Merci Nathalie. Merci, docteur. Il y a une question aussi par rapport à quoi faire après les 8 semaines de protocole. Quelles sont les analyses à faire? Qu'est-ce que vous surveillez? Il faut simplement suivre, normalement simplement 3. Il faut suivre donc les globules rouges pour regarder l'anémie. Aussi les globules blancs. Donc, aux États-Unis, c'est CBC, Complete Blood Count. Il y a un nom spécifique en français. Qu'est-ce qu'on dit? NFS. NFS? NFS, numération formule sanguine. Complete Blood Count. Il faut faire ça le 3e semaine de Dapsone. Il faut faire le NFS. 3e semaine, donc sur le 8. Après, une fois que je commence le double dose d'Apsone, c'est le 5e semaine. Je le fais toutes les semaines. 8,
Donc, semaine 5, 6, 7 et 8, je fais une numération formule sanguine, MSS. Aussi, tu m'aides ici, on dit en anglais Comprehensive Metabolic Profile. Donc, ce sont les tests, les fonctions hépatiques, les fonctions rénales, les électrolytes, etc. Je fais ça pour voir. Il y a un nom en français pour Comprehensive Metabolic Profile? Il faut additionner créatinine, débit de filtration glomérulaire, transaminase, bilan hépatique. Bilan hépatique, exactement. Donc, il faut suivre ça. Et finalement, le méthimoglobine. Mais il faut dire que c'est pas facile dans tous les labos d'obtenir une méthimoglobine. Normalement, ils ne savent pas comment le faire. Mais si vous prenez le bleu de méthylène à 300 mg 2 fois par jour avec les dosages de glutathione à 100 mg, normalement, c'est pas un problème avec la méthimoglobine. Bon, le taux de méthimoglobine peut être 9 ou 10, mais donc, ça cause un peu de fatigue, des maux de tête, manque d'air, mais c'est pas dangereux. Et ça c'est important de savoir. Donc, si vous ne pouvez pas trouver un labo pour faire les méthimoglobines, vous pouvez faire ce protocole sans le faire si vous prenez en même temps beaucoup de bleu de méthylène et les antioxydants comme le glutathione, etc. Mais le bleu de méthylène, ça a deux effets secondaires, il faut faire attention. On ne peut pas prendre les médications psychiatriques, donc le Prozac et toutes les médications pour les problèmes psy, on ne peut pas le prendre avec le bleu de méthylène parce que ça peut causer serotonin syndrome, un syndrome de sérotonine élevé. Donc, les gens qui sont très durs avec des fièvres, etc. Donc, j'ai jamais fait ça dans toute ma carrière, mais j'arrête tous les médicaments psychiatriques avant de commencer le bleu de méthylène. Et aussi, il faut utiliser un régime alimentaire où on évite donc les choses qui sécrètent les histamines. Donc, les gens qui ont des problèmes de mast cell, en français, mast cell disorder, c'est quoi en français? Douleur musculaire. Douleur musculaire. Non, mast cell. Mast cell. Ah, mast cell, c'est le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. OK. Syndrome activation mastocytaire, donc en anglais, mast cell. Yes. C'est une sécrétion, donc les choses comme histamine et aussi les cytokines inflammatoires. Il faut faire attention avec le bleu de méthylène. Si on adopte donc un régime qui est bas en histamine, on n'a pas le problème avec la tension artérielle qui va vers l'eau parce qu'on peut avoir un problème avec une tension artérielle. Donc, il faut faire attention de regarder la tension artérielle sur le bleu de méthylène et regarder donc l'animation avec, par exemple, on peut pas prendre, par exemple, malheureusement, du chocolat et du café. Ça sécrète du histamine. Il faut faire attention aussi avec le régime, avec le bleu de méthylène. Mais ce sont vraiment les effets secondaires où il faut faire attention. Et aussi pour les femmes, quand on prend le bleu de méthylène au-dessus de 100 ou 200 mg, on peut avoir les problèmes avec une douleur dans les vessies, comme une infection urinaire, mais c'est pas une infection urinaire. C'est les médications qui causent une douleur, donc une irritation dans le vessie. Et j'utilise, je ne sais pas en français le nom, c'est en Pyridium phenopyrazine. C'est une médication qu'on utilise aux États-Unis pour diminuer les douleurs chez les femmes qui ont une infection urinaire. Et donc, ça aide les femmes qui prennent le bleu de méthylène pour avoir moins de douleurs dans les vessies. Aussi, c'est important parce qu'autrement, c'est difficile de le prendre. Vous pouvez répéter, docteur, le produit? En fait, je crois que l'équivalent français, on a un médicament qui s'appelle Urispace et qui va calmer les contractions du muscle détrusor dans la vessie. Ouais. Je ne crois pas que c'est exactement ça. Ce Pyridium phenopyrazine, c'est une médication qui est un analgésique, donc ça diminue les douleurs. Les antispasmodiques aux États-Unis, c'est plutôt, en français, je connais le nom, mais Levbid. Mais je crois que c'est un autre médicament. Le générique, c'est phenopyrazine, Pyridium en anglais, et ça aide le bleu de méthylène pour diminuer les douleurs dans les vessies. You say Pyridium?
Pyridium. Phénopyrazine, c'est le nom générique. Google will find. You'll find it. Bon, est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions? Bah, dites-moi. Vas-y, prends-en quelques-unes, peut-être pas 50, mais... Allez, le waiting, hein. disulfiram. Qu'est-ce que l'on peut dire du bilan sur le disulfiram? Donc, ça marche. Bon, j'ai des patients, par exemple, qui ont un manque de cette enzyme G6PD, qui est difficile de donner le dapsone. G6PD. G6PD. C'est G6PD en français. G6PD, déficit en G6PD. Donc, en anglais, c'est G6. Donc, en anglais, c'est G6PD. Donc, c'est une déshydrogénase. Donc, c'est une enzyme qu'on a besoin d'avoir pour prendre du plaquenil, du hydroxychloroquine, du quinine, du dapsone. C'est nécessaire d'avoir cette enzyme. Autrement, il y a beaucoup plus d'anémie si on manque ça. Donc, les gens le savent quand ils sont déficitaires en G6PD parce que c'est un test qui est fait systématiquement à la naissance. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils le savent, les patients le savent. C'est rare. Par la suite? Et ça, tu le gardes par la suite? Oui, c'est une caractéristique génétique. Et donc, en fait, ils le savent dès l'enfance. Il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués dans ce cas-là. Et ils le savent, les patients. Ouais. Donc, le disulfiram, ça marche, mais si vous regardez donc les études scientifiques qui étaient publiées sur le disulfiram, les gens en rémission, il faut prendre donc 6. Ah, la connexion a bugué. On va avoir perdu les 20 dernières secondes. Vous pouvez reprendre, rewind 5 seconds. We didn't hear you for... Donc, pour les disulfiram, le taux de rémission, c'est 38%. Si on prend le disulfiram entre 6 à 18 mois, et le hexamer, les réactions de hexamer sont incroyablement fortes. Donc, on voit donc une augmentation de neuropathie, augmentation de fatigue, augmentation des problèmes psychiatriques. Bon, ça peut aussi arriver avec le dapsone. Mais le problème, c'est le demi-vie du disulfiram, c'est 14 jours. Alors, ça reste dans le corps pour longtemps et c'est difficile de jouer. Donc, si je joue avec le disulfiram, je dois commencer. Ah, de nouveau, Dr Horowitz, la connexion a mal marché. On a perdu les 5 dernières secondes. OK. Donc, si je commence avec du disulfiram, je prends une comprimé de 5 mg et je prends un quart, donc 62,5 mg, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, en voyant comment est-ce qu'on tolère ce médicament. S'il n'y a pas un grand hexamer, je donne une deuxième dose par semaine. Après 1 ou 2 semaines, s'il n'y a pas un grand hexamer, je donne une troisième dose. Et lentement, j'augmente le dosage jusqu'à 62,5 mg une fois par jour. Donc, je dois aller très lentement avec le disulfiram parce que les réactions de hexamer sont très fortes. Donc, j'ai réussi avec le disulfiram. Il y a certains gens qui ont réussi, ils sont en rémission. Mais le dapsone, c'est 8 à 9 semaines. Le disulfiram, c'est jusqu'à 1 an et demi. Avec beaucoup de hexamer, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le dapsone et aussi le disulfiram. Ça ne marche pas bien pour le Bartonella. Et en fait, ça peut causer les neuropathies chroniques plus élevées. Alors, il faut faire attention avec les autres dosages du disulfiram parce que ça peut causer vraiment une grande augmentation de neuropathie. Bon, dapsone aussi peut causer une hexamer avec neuropathie, mais ultimement, le dapsone diminue neuropathie. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser le dapsone, mais on peut utiliser du disulfiram. On peut aller chez le médecin en disant, écoute, je bois trop d'alcool, j'ai besoin de peu d'aide avec mes problèmes d'alcool, en disant pas j'ai de maladie de Lyme, mais je bois trop, j'ai beaucoup de stress à cause de COVID-19, etc., avec ma femme.
est-ce que vous pouvez peut-être me donner du disulfiram parce que j'aimerais arrêter de l'alcool? Je crois parfois il y a des gens quand même qui demandent du disulfiram comme ça, sans disant exactement pourquoi ils le prennent. Merci, docteur. Que dire sur l'hydromycine A, dont on entend beaucoup parler avec les tests sur les animaux? Mais quoi spécifiquement avec les tests sur les animaux? Non. Eh ben justement, est-ce que ça va être validé chez l'homme ou est-ce que l'on en est? En fait, attends, c'était qui? C'était pas Nicole Baumgarth. À Tulane, à l'université de Tulane, vient de publier une étude sur le dapsone dans les souris. Et moi, j'ai montré donc l'effet de dapsone seul et en combinaison en culture pour Borrelia burgdorferi. Maintenant, on a fait donc l'effet de dapsone dans les souris atteintes de la maladie de Lyme. Après un mois, la maladie de Lyme est disparue. Plus de traces de Borrelia dans les souris. Donc, c'était pas fait encore donc chez les singes, parce que normalement, dans les universités, on n'utilise pas simplement les souris, mais les singes. Mais dans les souris, c'est le seul modèle. Chez les animaux, on a fait donc une étape de dapsone. Ça marchait très, très bien en éliminant le Lyme du corps. Donc, moi, je vois les effets cliniques. Mais évidemment, je prends les biopsies pour prouver que le Lyme est fini dans le corps. Mais dans les souris, c'était fini après un mois. On peut pas trouver les traces de Borrelia, donc ça marchait très, très bien. Je crois que la question, docteur, elle était sur hygromycin A, en fait. Et c'est pas disponible. Hygromycin A qui vient du laboratoire de Kim Lewis à Northwestern, c'est pas encore disponible à ce moment. Bon, c'est bon parce que ça niche pas sur le microbiote, donc théoriquement, c'est un bon médicament. Probablement, ça n'a pas avoir un effet sur les co-infections, mais c'est pas encore disponible. Donc, maintenant, les deux seuls médicaments qui agissent sur les persisteurs, c'est le dapsone et le disulfiram. Il n'y a pas d'autre à ce moment-là. On cherche IV azlocillin. Donc, azlocillin, c'est aussi un médicament après la hygromycin A, qui a été découverte par les chercheurs à Stanford University, aussi un effet contre les persisteurs, mais c'est pas encore disponible. Donc maintenant, c'est simplement le dapsone et le disulfiram qui sont disponibles. Et la dernière dont vous parliez, azlocillin. Azlocillin. A-Z-L-O-C-I-L-L-I-N. Azlocillin. Okay. Ça vient de Stanford University. C'est comme l'hygromycine, c'est aussi un médicament contre les persisteurs, mais on ne peut pas l'avoir. D'accord, il n'est pas encore commercialisé, d'accord. Okay. Okay. Bon, on a fait un bon tour de l'horizon. Enfin, je ne sais pas, il y a encore beaucoup de questions, j'imagine. Franchement, merci. Il y a toujours beaucoup de questions. Je voudrais en poser une dernière, parce que du coup, elle peut aussi concerner le docteur Delval, selon comment on voit les choses entre les États-Unis et la France. Le Covid long et le Lyme. Depuis la période Covid, on a une explosion des gens qui nous arrivent en disant on a un Lyme. Mais en fait aussi, quand on étudie les choses, même au niveau, nous, des bénévoles, on voit bien que c'est plus compliqué que ça et qu'il n'y a pas simplement du Lyme au milieu de tout ça. Comment est-ce que vous gérez chacun le sujet? Comment aider les gens? Donc, j'ai bien compris la question, c'est comment différencier le long Covid et le long Lyme? Comment est-ce qu'on... OK. Mais d'abord, il faut dire que les symptômes sont plus ou moins les mêmes, avec fatigue chronique, douleur, problème de mémoire, concentration. Et pourquoi que les symptômes sont les mêmes? C'est parce que les cytokines inflammatoires qui sont sécrétées avec du COVID-19 sont exactement les mêmes cytokines qu'on voit dans la maladie de Lyme, sauf il y a le chemokine, comme le CCL5, qui est plutôt spécifique pour le long COVID. C'était découvert par un chercheur en Californie. Mais si on regarde les cytokines inflammatoires, bon, ils sont les mêmes et c'est pour ça que j'ai utilisé donc les mêmes protocoles pour bloquer l'inflammation chez les gens atteints avec la maladie de Lyme. Ça marchait très, très bien avec les gens qui étaient atteints avec COVID-19.
Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas eu les gens qui étaient très, très malades avec le long COVID chez moi. Mais pour le long COVID, on a découvert 5 choses qui sont exactement les mêmes avec le Lyme MSID. Ce sont d'abord, le long COVID cause des problèmes auto-immunes, comme la maladie de Lyme. Deuxièmement, on a une réactivation des infections et une réactivation des virus, comme le Epstein-Barr. On voit ça en la maladie de Lyme, on voit ça en long COVID. On voit un dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie de Lyme et dans le long COVID. Et aussi, on voit le STOP, un dysfonctionnement dans le système autonomique avec la maladie de Lyme chronique et avec le long COVID. Donc, si on regarde cette carte MSID de 16 points, on voit que 5 sur 16 déjà se trouvent dans le long COVID. C'est parce que l'inflammation dans le corps a exactement le même effet sur les mitochondries, sur les systèmes immunitaires, sur les systèmes autonomiques. C'est pour ça qu'on voit donc les mêmes symptômes. Et en fait, chez moi, quand j'ai utilisé, ça fait maintenant 2 ans, quand j'ai utilisé l'ivermectine, avec beaucoup de glutathione et le même protocole que j'utilise pour les HELCS, chez les gens qui étaient atteints avec le long COVID, ça marchait très, très bien. Alors maintenant, il y a des gens qui font de recherche sur les antiviraux. Ivermectine, c'est, le New England Journal of Medicine dit que l'ivermectine ne marche pas. Personnellement, moi, j'ai vu quand même les effets, c'était positif avec l'ivermectine, ça fait déjà quelques années. Mais je trouve maintenant, pour le long COVID, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont le long COVID, ils ont la maladie de Lyme chronique. Ou soit les gens qui croient, ils ont la maladie de Lyme chronique, ils ont le long COVID, ou soit ils ont les deux ensemble. Right? Donc, c'est un peu compliqué. Il faut toujours chercher pour voir quelles sont les causes, pourquoi les gens sont malades. Et Claire a dit ça avant. Il n'y a jamais 2 personnes qui ont exactement les mêmes causes. Les différentes causes inflammatoires, les différents effets. C'est toujours la médecine de précision. Il faut toujours chercher chaque personne pour trouver les clous, comme j'ai dit, dans les pieds. Merci, docteur. Et docteur Delval, en France? On avait en fait, avant l'histoire du Covid, on avait déjà ce même phénomène avec l'association Lyme chronique, réactivation Epstein-Barr ou cytomégalovirus. On avait des tableaux comme ça. On n'arrivait pas à faire admettre aux infectiologues ou à nos collègues qu'il y avait quelque chose ce que j'ai appelé tout à l'heure l'association de malfaiteurs. Et puis est arrivé le Covid, et quand on a décrit les Covid longs, nous on s'est dit chic, ils ont enfin compris qu'il existait des persistances des infections virales. Ils vont reconnaître le Covid long, alors ils vont reconnaître Epstein-Barr virus long, ils vont reconnaître Lyme, long Lyme, et en fait non. Ça n'a pas fait. Malheureusement, pour l'instant, on a fait flop parce que ce mécanisme de compréhension qu'on avait avec le Lyme chronique associé à des virus déjà préexistants dans l'organisme comme Epstein-Barr ou autres, ou herpès, maintenant on rajoute Covid long, mais ça reste dans le même mécanisme. Et effectivement, comme dit Richard, il y a le même traitement, la nécessité de revoir les personnes dans l'ensemble. Après, dans les outils pour pouvoir faire la séparation, la compréhension, on a au niveau biologique la possibilité de doser, en France on appelle typage lymphocytaire, on dose les différentes sous-familles de lymphocytes, CD4, CD8, natural killer, 56, 57, cytotoxiques, non cytotoxiques. Ça nous aide à comprendre où est le patient au niveau immunitaire. Et puis, il y a certains laboratoires spécialisés qui vont pouvoir doser chercher les réactivations virales ou doser des cytokines ou faire ELISpot de virus. En Allemagne, on pouvait avoir ELISpot de Epstein-Barr, CMV, herpès. Voilà, tout ça nous aide. Quand on bloque, on a du mal à comprendre. Alors, on va chercher dans cette biologie très spécifique pour comprendre qui est prédominant parmi les malfaiteurs. Oui, exactement. Et on fait les mêmes tests aux États-Unis aussi.
pour le COVID-19. Exactement les mêmes choses. Pour les natural killer cells, les cytokines inflammatoires, exactement les mêmes choses. Merci, Dr. Aubéry, Dr. Delval. Du coup, j'ai une question pour toi, Fred, que je trouvais intéressante. Du coup, je la reprends quand même. Au niveau des centres de référence, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui et tous les échanges que l'on a eus, finalement, eux, ils en font quoi de tout ça? Écoute, les centres de référence, officiellement, à chaque fois que je discute avec eux dans les réunions institutionnelles, ils ont toujours la même réponse qui est ça n'existe pas. Les biofilms n'existent pas. Les biofilms n'existent pas et tout ce qu'on décrit aujourd'hui n'existe pas puisque 2 semaines après un traitement bien conduit de doxycycline ou d'amoxicilline, 2 semaines d'antibiotiques seulement suffisent à éradiquer la maladie. Donc pour eux, il n'y a pas de problème et les co-infections n'existent pratiquement pas, sont extrêmement faible. Donc, en fait, on est vraiment dans 2 mondes différents. Hein. Et d'ailleurs, toute la littérature, j'en profite pour le dire, hein, mais docteur Horowitz, toute la littérature de l'ILADS en particulier, les centaines, les milliers d'articles et de publications qui prouvent clairement l'existence de la maladie de Lyme chronique, l'existence de la persistance, l'existence des biofilms, de tous les phénomènes dont on a parlé précédemment, y compris les formes kystiques, les différentes formes de la bactérie, et bien sûr de la complexité de toutes ces co-infections quand elles comme dirait Claire Delval, lorsqu'elles font un fonctionnement de gang, ça, il le réfute complètement. Ça n'existe pas, cette littérature n'existe pas. Donc, on est dans un monde assez surréaliste. Moi, je suis le seul, pratiquement autour de la table, à dire, écoutez, il y a quand même une littérature qui existe. On a aussi quelques collègues que je ne peux pas dire qui, parce que je suis tenu au secret, vous le savez bien, dans les discussions qu'on a autour de la table de la HAS, je ne peux pas révéler qui est autour de la table, je ne peux pas révéler la teneur des discussions, sinon j'ai droit à une peine de prison d'1 an et 15 000 € d'amende, donc je ne peux rien dire de plus. Mais en dehors de moi et de quelques autres au singulier pratiquement, eh bien, personne ne croit qu'il existe des biofilms. Quand on dit, mais il y a des centaines d'articles qu'on peut vous mettre sur la table qui parlent de biofilms. C'est tout à fait étonnant parce que sur le plan clinique, le biofilm n'est pas reconnu dans les maladies de Lyme chronique, mais pourtant, c'est bien connu dans les infections urinaires à répétition. C'est bien connu des chirurgiens sur les infections sur prothèse. Moi, j'ai appris à traiter un biofilm grâce à ce que j'ai appris en Lyme chronique, ce qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace que j'ai été pendant 25 ans pour mes patients qui ont des infections urinaires à répétition. Et ma belle-mère qui, derrière une 3e prothèse de hanche et une infection nocosomiale et résistante à 6 mois de triple antibiothérapie, avec qui on avait promis d'enlever le matériel et de la laisser 6 mois en traction sans matériel pour juguler l'infection. Elle s'en est sortie grâce à ce que j'avais appris de traitement de biofilm, c'est-à-dire l'association d'antibiotiques, de sérapeptase, d'huile essentielle, de tous les outils qu'on peut avoir contre les biofilms. Ça a permis d'éviter un retrait de prothèse. Donc, en fait, c'est la même chose pour les parodontopathies, c'est la même chose pour, des biofilms, il y en a partout dans l'organisme, même en dehors de Borrelia. Et là, c'est d'accord. Et pour Borrelia, c'est pas d'accord. C'est quoi le problème? Non, mais c'est clair. C'est Enfin, du je pense parti qu'on pris. a affaire à une espèce d'idéologie, on va dire, presque une religion, si j'ose dire, et qui est complètement fermée. Elle est fermée à toute influence extérieure. Et d'ailleurs, je vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon, je ne serai plus dans le cadre. La chose qui est un peu difficile à comprendre, si on regarde les tests d'éthique en France, on a déjà montré que les co-infections, c'est la règle, c'est pas l'exception. C'était un article qui a été publié il y a quelques années. On a trouvé 30 ou 40 différentes bactéries et virus et parasites dans l'éthique en France. On n'a pas discuté aujourd'hui de fièvre récurrente en Borrelia miyamotoi, mais aussi ça agit comme la maladie de Lyme, mais les tests à 2 étapes.
n'ont pas trouvé donc une fièvre récurrente, Borrelia recurrentis ou Borrelia Miyamoto. Bien sûr, bien sûr. Et c'est publié dans la littérature. Donc. Mais je crois que la passion qu'on a chez les deux médecins qu'on reçoit ce soir, je crois que c'est ça qui vous caractérise. Moi, j'ai vraiment envie de vous remercier, Claire, Richard. En fait, c'est la passion qui vous anime et c'est ça qui fait qu'on avance. Je crois qu'il manque un peu de passion chez nos infectiologues français. Malheureusement, il faut peut-être qu'un de leurs proches soit touché et c'est bien dommage parce qu'il manque cette passion de chercher. En fait, quand on n'a pas la passion de chercher, on ne trouve pas, par définition. Et je crois que là, on a vraiment deux personnes qui ont fouillé avec leurs nombreuses années, sans vous faire offense, de pratique. Et c'est ça qui est génial et je vous en remercie, vraiment. Mais si vous pouvez trouver un infectiologue qui veut partager, donc faire une clinique randomisée en France, on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire en France. C'est comme ça, on va faire la preuve. Parce que sauf cette clinique randomisée de 8 semaines, ça va être difficile de convaincre le monde de cette forme de biofilm et pesticide. Il faut cette étude randomisée, double aveugle. C'est la seule façon, à mon avis, que ça va changer l'état politique maintenant qui existe dans le monde. Frédéric, il faut emmener le docteur Horowitz à la HAS, je crois. Il faut demander son audition. Il faut se rappeler que le professeur Perron a été auditionné par le Canada il y a quelques années. Donc peut-être qu'on peut se rendre la politesse avec l'audition du docteur Horowitz. Pourquoi pas, hein, faut peut-être être proposé. C'est intéressant quand même hein, de voir ce qui se fait outre-Atlantique. Bien sûr, mais je crois que ce qui se passe à l'étranger les intéresse moins, on va dire. Mais on va dire ça comme ça. Écoutez, merci en tout cas à vous. Je crois qu'il faut qu'on s'en tienne là pour la discussion. J'ai quand même un slide de conclusion, si vous le voulez bien, à partager. On est bien sûr très en retard par rapport à notre... Donc, quelques messages en guise de conclusion. Donc, Lyme et les MVT ne sont pas reconnus à leur juste mesure. Les malades ne sont pas pris en charge comme ils devraient. C'est notre rôle en tant qu'association de faire le nécessaire pour être entendu par les responsables. Et je vous assure qu'on se bat pour ça. On remue ciel et terre parmi les politiques comme parmi les infectiologues. Pourtant, c'est pas toujours facile. Notre situation n'est pas assez connue à nous individus, on va dire. N'hésitons pas à nous rendre visibles par tous les canaux possibles. Il manque un S. Okay, c'est le sens des actions en cours actuellement par le réseau France Lyme, sur les réseaux France Lyme, auxquels vous pouvez participer. Donc, photo du Lyme Challenge. N'hésitez pas à le faire, à faire la photo avec un petit message comme on vous le propose, ou une capsule vidéo d'1 à 2 minutes pour dire votre témoignage. Soutenez notre action par l'adhésion, par des dons ou par des actions de bénévolat en local ou depuis chez vous, quelques heures par mois, hein, ça peut être quelques heures par mois de manière à votre convenance, on va dire. Hein. On a beaucoup de choses qui peuvent se faire, bien sûr, en télétravail. N'hésitez pas à aller sur notre site pour trouver de l'info. On a beaucoup de ressources à votre disposition, à nous écrire, à échanger avec nous, à échanger avec nous via les réseaux, à relayer nos messages. Et puis, dernière chose, on vous donne rendez-vous pour les prochaines Visio Lyme prévues ce mois-ci, donc jeudi 18, samedi à 19h30, samedi 20 à 16h, lundi 22 à 20h et vendredi 26 à 20h. On vous mettra toutes ces informations sur le site. Et puis, encore une fois, merci à vous tous et toutes, aux médecins en premier lieu, bien sûr, parce que votre temps est peut-être encore plus précieux que le nôtre. Et puis, vous nous donnez beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. Merci pour cela. Et puis, à tous et à toutes qui ont pu nous suivre. Alors, juste un petit message. On a culminé à 100 personnes dans le webinaire et en fait, on aurait pu avoir beaucoup plus. J'ai pourtant upgradé mon abonnement à 500, mais visiblement, il n'a pas été activé sur Zoom. Je vais leur demander pourquoi. Et donc, on a été coincé à 100. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à se joindre à nous et qui n'ont pas pu le faire. Bon, en tout cas, on va mettre le message, la vidéo en replay, Nathalie, hein, sur le site dans les jours qui viennent, aussitôt que ce sera possible. Et encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci pour l'espoir que vous suscitez, à vous les médecins. Claire et Richard, on reviendra vers vous forcément. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez apporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je dois une grande partie de ma formation à Richard. Merci, Claire. C'est super. Et vous êtes complémentaires, clairement. Hein.
Bon, dernière question pour vous, Richard. Est-ce que vous comptez former des médecins français?